Plongeons dans les mystères de la biologie et de la santé, aujourd'hui avec la typhoïde, le test de Vidal et Félix. Voilà l'examen qui va attirer notre attention aujourd'hui. Nous allons donner les fondements limités de cet examen qui est aujourd'hui dépassé des années après l'application et la mise en place de cette démarche analytique. Bien évidemment, je tiens à remercier, à honorer nos supérieurs, n'est-ce pas, chercheurs qui ont réussi à mettre au point cet examen qui a permis, n'est-ce pas, de faire des diagnostics dans un premier temps présomptif et pour certains contextes parfois de certitude, et a permis de sauver tant de vies. Mais au jour d'aujourd'hui, nous devons mettre en avant les limites qui ont été prouvées plus tard par d'autres chercheurs qui ont davantage exploré cet examen. Et nous autres aussi, malgré le contexte limité, nous avons su mettre en avant la limite de cet examen et nous allons comprendre pourquoi il est plus que nécessaire de passer à des tests encore plus orientés et spécifiques tels que l'hémoculture et la coproculture pour un diagnostic de certitude en cas de fièvre typhoïde. Si c'est la première fois que tu prends cette chaîne, salut à toi, je m'appelle Michael, je suis un passionné de biologie médicale. Et sur cette chaîne, nous te parlons des thématiques de santé. Nous te donnons des conseils en santé, nous t'orientons pour ta santé et nous te formons si tu veux t'orienter dans la santé pour sauver des vies comme nous. Alors, n'hésite pas à partager dans ta communauté, n'hésite pas à t'abonner, surtout pour ne pas manquer de nos contenus. Parce que nous sommes convaincus, ce n'est qu'ensemble, ce n'est qu'en renouant ce lien entre nous autres professionnels de la santé et toi, de notre communauté, que nous pourrons mieux vous orienter pour votre bien-être. Allons-y dans la dissécation, je dois le dire ainsi, de cet examen. Vous savez, le test de Vidal et Félix a été mise au point par des chercheurs. Okay? Là n'est pas encore notre problème. Aujourd'hui, nous allons présenter la limite de cet examen qui, malgré les manquements, malgré notre insistance, vous autres contemporains de la communauté, vous insistez parfois à ce que nous fassions cet examen pour vous. Malgré qu'on vous dit que franchement, le mieux indiqué ici pour vous, c'est tel examen, mais parfois vous insistez. Pour toi, de la communauté qui apprend aujourd'hui, je peux tolérer. Mais pour toi, professionnel de la santé, qui persiste à réaliser cet examen pour faire le diagnostic de certitude et de confirmation, il est plus que temps que vous ayez, ou alors il est plus que temps que vous m'écoutiez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que nous allons dire des choses très pertinentes. En cas de fièvre typhoïde, c'est quoi la typhoïde? Nous savons tous la typhoïde. Le plus souvent, il y en a, dès lors qu'on a des maux de tête, on a vomi, on a fait la diarrhée, j'ai la typhoïde. Ou alors, comme nous sommes dans un contexte présentant des maladies endémiques telles que le paludisme, tu diras, j'ai le palud, j'ai la typhoïde. Je te rends à l'hôpital, on fait des examens, on confirme le paludisme, on infirme la typhoïde. Mais tu insistes, tu demandes un test de Vidal et Félix qu'on va faire, qui va revenir positif à un certain titre. Vous allez dire, waouh, j'ai la typhoïde et on va te mettre ce traitement. Un traitement non orienté. Et nous allons te dire pourquoi. Le test de Vidal et Félix est basé sur la mise en évidence de la présence des traces de l'élément pathogène responsable de la typhoïde. Je vais encore disséquer. Je vais diluer. Je sais que c'est trop dur. Allons-y encore plus en profondeur. La typhoïde est une maladie. On parle de fièvre
typhoïde. Et il existe même un vaccin contre la typhoïde. Mais alors, cette typhoïde est causée par quel germe? Le germe le plus souvent responsable de cette fièvre typhoïde est le salmonelle. La salmonella est le nom du genre du germe responsable de la fièvre typhoïde majoritairement. Mais alors, sachez déjà que cette salmonelle a plusieurs variétés. C'est-à-dire que nous avons un genre Salmonella, nous avons des espèces et des sous-espèces. Ok? Le plus souvent, le test vous présente Salmonella typhi et Salmonella paratyphi. Ok? Le Salmonella typhi, quand on dit typhi, c'est le nom des genres et d'espèces, ok? Dans les typhis, on parle le plus souvent d'antigènes flagellaires, ok? Et dans les salmonelles paratyphi, on parle d'antigènes somatiques. Et ce profil, c'est-à-dire que cette dimension-là qui présente le test, nous avons là les différents marqueurs orientés sur le germe. Et en vérité totale, il est question ici de mettre en évidence la présence de façon indirecte de la bactérie, le plus souvent responsable de la fièvre typhoïde. Maintenant, tu as compris que c'est une bactérie du genre Salmonella. Nous, on dit des salmonelles, plus souvent au labo. Une fois que tu as compris que c'est une bactérie qui est responsable de la fièvre typhoïde, maintenant, il faut faire quoi? On doit faire le diagnostic. Nous devons prouver par le biais des tests et examens ou encore analyses médicales pour confirmer la présence de cette bactérie dans ton organisme qui est probablement responsable de la fièvre que vous avez, de cette typhoïde qui est caractérisée bien évidemment par des signes et symptômes que vous allez présenter. Les céphalées qui persistent, n'est-ce pas, de l'asthénie, n'est-ce pas, la pâleur, vous êtes fatigué, une fatigue générale, vous faites de la diarrhée, n'est-ce pas, vous vomissez même des fois. À côté de tous ces symptômes-là, nous devons poser un diagnostic. Outre les examens associés qu'on peut demander pour diagnostiquer cette maladie, on demande jusqu'à nos jours, malgré les limites, le test de Vidal et Félix. Ce test est basé même sur quel principe? C'est-à-dire que le test là fonctionne comment? Pour pouvoir confirmer ou infirmer la présence de cette bactérie dans ton organisme. Je t'explique. Vidal et Félix, ils ont mis au point le test sur la base de la recherche de la présence ou de l'absence des anticorps. Maintenant, tu vas me dire, l'anticorps c'est quoi? L'anticorps ici, c'est une molécule, ok, qui est sécrétée dans ton organisme. Hein? Ton organisme fabrique ça quand il est en contact avec des éléments étrangers. Même si naturellement tu détiens dans ton organisme des anticorps, c'est-à-dire que naturellement tu as des policiers là-dedans, ok, qui défendent ton organisme contre les germes. Mais alors, Vidal et Félix, ils se sont basés sur quoi? Sur le principe de la trace du passage. Vu qu'ils savaient qu'un organisme sécrète des anticorps après le passage ou pendant le massacre d'une bactérie dans ton organisme, ils ont dit qu'en mettant en évidence ou en mettant à jour la présence de cet anticorps de façon spécifique, entre guillemets, c'est-à-dire que nous disons que ce test met en avant de façon spécifique la présence du germe. Une fois la mise en place de ce test, c'est-à-dire qu'une fois que les tests ont été confirmés, nous pensions, les chercheurs pensaient que le test de Delphi mettait de façon spécifique la présence des anticorps. Ok?
Aujourd'hui, on a constaté le contraire. Mais avant de parler du contraire, allons en profondeur sur cette réaction. Donc, vous avez compris que la typhoïde, cette typhoïde est le plus souvent due à quoi? À une bactérie du genre salmonelle, des sous-genres et sous-types typhi et paratyphi pour les détails. Maintenant, pour le diagnostiquer, vous devez présenter des signes et symptômes. Vous devez avoir un ressenti qui nous fait penser à cette bactérie. Et une fois que vous avez ces signes-là, on va demander l'examen. Injustement, le Vidal. Qu'est-ce qui se passe? On fait le test de DFLX, ça revient positif à un certain titre. Les titres vont aller de 80, 1 sur 80, 1, 160 et 320. Ok? En tout cas, les titres, quand on dit titre ici, c'est la concentration de l'anticorps quand on fait le test. Quand on réalise le test, on fait une quantification semi-quantitative. C'est-à-dire que nous faisons une quantification, mais elle est semi-quantitative de ces anticorps. La conclusion, c'est positif avec un titre. Une fois que ça arrive chez le clinicien, le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il te prescrit des antibiotiques. Ok? Quelques jours plus tard, tout va bien. C'est super. Maintenant, à la longue, nous nous rendons compte, ou alors, après des recherches associées, on s'est rendu compte que le test de Vidal et Félix n'était pas autant spécifique que ça. On a prouvé des réactions croisées. C'est quoi une réaction croisée dans ce test-là? Tu vas comprendre. Ne pas. Il faut que tu comprennes pourquoi tu dois faire l'examen de certitude qui sera présenté à la fin de la vidéo de préférence. Nous avons constaté qu'il y avait des réactions croisées. La réaction croisée ici dit quoi? Quand on part réaliser le test, on s'est rendu compte qu'il existait d'autres anticorps dans l'organisme qui pouvaient réagir en lieu et place des réactifs de Vidal et Félix. Tu vas me dire que comment ça? Ce que tu te dis, je détaille encore. Vidal et Félix, ils ont fabriqué des sérums tests. Leur sérum test contient des particules antigéniques de la bactérie. C'est-à-dire quoi? Ils ont récupéré la bactérie responsable de la typhoïde, la salmonelle. Ils sont là au laboratoire, on a extrait les particules antigéniques, c'est-à-dire les marqueurs de la bactérie, les traces, ok? C'est-à-dire qu'on a récupéré tous ces clés, tous ces serrures. Et puis, ils ont fixé ça sur des particules de latex. Quand ils l'ont fait, ils ont eu là leur réactif. Maintenant, on va mettre en contact ton sérum, ok? Ton sérum, c'est un liquide biologique de ton corps, ok? On met ce sérum en contact avec les sérums testés de Félix. Si ton sérum contient un anticorps contre la salmonelle, il va reconnaître l'antigène dans le réactif de Félix et il va être positif. Mais alors, on s'est rendu compte que, étant donné que le sérum ne contient pas que les anticorps, c'est-à-dire qu'il n'existe pas qu'un seul, c'est-à-dire que le sérum contient des tas et des millions d'anticorps. On s'est rendu compte que il existe d'autres anticorps qui peuvent réagir à la place, de façon non spécifique, en lieu et place des anticorps de salmonelle. C'est-à-dire que même en l'absence d'une infection bactérienne dans ton organisme, le test peut revenir positif. Ce qui va induire quoi? Un traitement non indiqué. Également, si vous êtes, n'est-ce pas, en zone endémique comme nous là, où sévit le paludisme, en cas de présence d'un certain type de degré de paludisme, il y a des réactions, n'est-ce pas, faussement positives, des anticorps dus à la réaction contre le paludisme qui vont réagir en lieu et place des anticorps de salmonelle dans le test de qui?
Vidal et Félix. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons des réactions positives, mais qui ne sont pas forcément spécifiques de qui? De la salmonelle. En définitive, pour les tests, on s'est rendu compte que certes, le test est efficace pour une certaine population d'échantillons, mais nous avons un 5%, et parfois même plus en fonction des régions où on réalise le test. Ce 5% présente des réactions croisées, c'est-à-dire que des réactions faussement positives, des titres faussement élevés et qui induisent des traitements non orientés. N'est-ce pas? Et plus tard, vous verrez l'impact d'un traitement non indiqué sur votre santé. Le plus souvent, c'est la mort. Ok? C'est la mort. Ne vous inquiétez pas, vous allez mourir. Je le dis. Au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas à avoir peur. Nous le savons. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des tests associés que nous faisons avant de confirmer le test de Vidal. Donc, quand vous faites un test de Vidal et qu'il revient positif, ça nous interpelle juste. Il est possible que le germe est passé, qu'il soit là ou pas. Vu que ça parle d'un contact, autant pour moi, indirect. On met en évidence la trace de la présence ou du passage de qui? De la bactérie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une fièvre typhoïde, une réelle fièvre typhoïde. La salmonelle, vous avez été infecté. On a traité votre fièvre. On peut encore faire votre test de Félix, ça devient positif encore. Est-ce que ça veut dire que vous avez la fièvre typhoïde? Non. Ok? Donc, au jour d'aujourd'hui, le test de Vidal n'est plus un test de certitude et de confirmation diagnostique. C'est un test présomptif. C'est maintenant à titre présomptif. Une fois qu'il est positif, on doit faire un second test. Il est question de quoi ici? Il est question de faire des tests pour diagnostic de certitude. Nous avons deux tests orientés pour le faire. Nous avons la coproculture et l'hémoculture. Dans notre contexte, voilà les deux examens les plus accessibles en fonction des plateaux techniques à réaliser pour pouvoir faire un diagnostic de certitude en cas de symptômes de fièvre typhoïde et non le Vidal et Félix. Tu dois comprendre dès à présent. Et dès qu'on va vous faire une prescription de Vidal et Félix, sache que c'est un diagnostic de quoi? De présomption. Un diagnostic non avisé de certitude. Une fois qu'il revient positif, on doit faire une coproculture avant d'engager une plausibilité de traitement. C'est-à-dire que la coproculture doit être associée à un test de sensibilité pour vous donner des antibiotiques connus et sensibles à la variété de souches qui vous a infecté, autant pour moi. C'est-à-dire que la même souche ne peut pas vous infecter. Celle qui vous a infecté peut-être dans tel quartier, ce n'est pas le même qui a marché dans tel quartier. Si tu as eu ta fièvre typhoïde et qu'on a traité avec tel antibiotique, je ne cite pas encore le nom des antibiotiques ici, ça ne veut pas dire que l'enfant a aussi la fièvre typhoïde, tu parles de le même antibiotique. Ok? On va y arriver. Donc, vous avez compris là que le test de Vidal et Félix n'est plus orienté pour un diagnostic de certitude. Il est à visée présomptif. Le diagnostic de certitude est posé avec quoi? L'hémoculture et la coproculture. Pourquoi la coproculture? La coproculture est la culture de la matière fécale, la culture du caca. Feces, the culture. Une fois que vous avez été infecté par la salmonelle, vous allez me dire comment est-ce qu'on s'infecte par une salmonelle? Le plus souvent, la contamination est oro-buccale. C'est-à-dire quoi? Quand vous allez vous alimenter, c'est là où vous allez vous infecter. Par exemple, un peu, tu vas prendre le soya le soir. Un peu, tu vas prendre ton douleur au resto. Si l'alimentation ne respecte pas certaines mesures d'hygiène,
il est possible que vous ayez un pourcentage de vous infecté par une bactérie potentiellement pathogène. Mais alors, pour que cette salmonelle puisse se développer dans ton organisme et provoquer une infection, il va falloir qu'elle soit à une certaine charge. Ok? Il y a aussi le facteur charge, mais le plus souvent, c'est par voie orobuccale. L'eau qui n'est pas vraiment potable, nous connaissons le contexte, ok, vous connaissez. Il y a des mesures pour pouvoir avoir de l'eau potable, même quand c'est le torrent qu'on puise pour boire. Il y a des tactiques. Mettez en commentaire si vous voulez savoir comment gérer ça si vous êtes dans une situation compliquée. Tout le monde ne peut pas boire l'eau minérale. Ok, nous n'avons pas tous les capacités dans un contexte comme le nôtre. Les légumes. Certes, nous ne sommes pas tous en mesure de manger les légumes au quotidien. Ok, mais c'est par là que ça va arriver. Ok, il y a l'eau, il y a les légumes, les aliments en général. Si vous mangez à l'extérieur, veillez à ce que, renseignez-vous bien sur la personne qui prépare la nourriture que vous allez acheter en route, ok? Après un repas coupé, vous pouvez choper tant de choses, n'est-ce pas? Et cette bactérie-là se développe facilement dans la matière fécale. Et les signes cliniques sont le plus souvent, il y a cette diarrhée et les douleurs abdominales, ok? Quand on prélève cette diarrhée, on va aller faire une culture avec une démarche analytique très spécialisée. Nous pourrons mettre en évidence de façon, cette fois-ci, directe et non indirecte, la présence de la bactérie en elle-même. Ok? Quand on fait la coproculture, on confirme que le gars est là. C'est ça. C'est-à-dire que quand on te dit que vous avez la fièvre typhoïde, ça veut dire qu'on a confirmé que la bactérie, elle est là. Et après la culture, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire un test de sensibilité. On va mettre en évidence cette souche bactérienne de salmonelle en présence d'une série d'antibiotiques bien orientés. Et puis par la suite, avec une série de démarches, on va mettre en avant un antibiothérapie. Vous irez voir le médecin et il va vous faire une prescription. Et je viens par là pour vous rappeler une fois de plus. Évitez l'automédicamentation. Plus tard, nous allons vous donner des conseils par rapport au danger. Ce danger qui n'est rien d'autre que la mort. On ne compte plus les enfants qui meurent chaque jour à cause de l'automédicamentation. Vous restez à la maison, donnez des antibiotiques à l'enfant non orienté, soi-disant palu, fièvre typhoïde, rhumatisme, grippe, ainsi de suite. Et à la fin, fatigue des organes vitaux. Le rein est lésé, le foie est lésé. Qu'est-ce qui se passe? Insuffisance organique, parfois fonctionnelle. Et par la suite, qu'est-ce qui suit? C'est la mort. N'est-ce pas? Nous allons parler en détail. Nous sommes venus par cette vidéo vous interpeller, toi, de la communauté. Revois ton standard. Approche-toi des professionnels de la santé et écoute. Soyez à notre écoute. Nous également, nous allons faire du mieux que possible. Partagez cette vidéo afin que autant de personnes aient l'information pour qu'on ne soit plus dans ce dilemme-là. Quand tu arrives à l'hôpital, okay, tu sais qu'on doit faire ça ou ça. Si j'ai la typhoïde, voilà déjà en fonction de mon contexte l'examen qu'il faut faire pour savoir si c'est exactement ça ou pas. Voilà déjà ce que je peux dire, parce qu'il existe encore tellement à dire, même nous arrêter à ce niveau-là. Le test de Vidal et Félix est un très bon test qui a prouvé beaucoup et qui aide encore actuellement, mais quand on a les moyens, quand on a la capacité, on peut faire des examens de certitude. Et au-delà de notre contexte, il existe d'autres types d'examens, ok? Nous avons même les tests moléculaires, n'est-ce pas? Ça, c'est pour les contextes et des plateaux techniques avancés, les pays développés, ok? Mais chez nous, voilà ce qu'on peut faire. Et à côté de la coproculture, nous avons qui? L'hémoculture. Tu vas me dire comment est-ce que la salmonelle va faire pour se retrouver où? Dans ton sang. Je te détaille ça, c'est plutôt simple. Vous savez, une fois
que la bactérie est dans votre ventre. Dans votre ventre, les cavités de vos intestins ont des villosités. La villosité, c'est quoi? C'est comme des tentacules. La tentacule, c'est même quoi? C'est-à-dire quoi? Dans ton intestin, il y a de petites particules, des cellules qui constituent la muqueuse de votre intestin. Et ce sont, n'est-ce pas, ces cellules-là, n'est-ce pas, développées sous forme de villosité, qui sont responsables d'absorber des nutriments, des sels minéraux, de libérer certaines sécrétions et substances chimiques dans l'intestin pour pouvoir améliorer la digestion. Mais alors, s'il y a jamais il y a une lésion au niveau de ces villosités, si vous avez une, pour ne pas dire, si vous avez des plaies dans votre muqueuse intestinale, tu vas également me dire que ben, la plaie là est due à quoi? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent provoquer une plaie dans, n'est-ce pas, les muqueuses, ou alors des plaies, des lésions dans ton intestin, voire même l'estomac plus haut. Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il y a une lésion à ce niveau et que vous êtes sujet à être immunodéprimé, plus précisément, vous avez un système immunitaire pour l'heure à l'instant T qui est très faible. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? En cas de charge bactérienne très élevée d'une bactérie potentiellement pathogène présente dans cette cavité de l'organisme, ils peuvent, ou alors il existe un risque, une chance sur 100, parfois sur 1000, qui est certes très rare, mais ça arrive. Et si ça arrive dans votre cas, qu'est-ce qui peut se produire? La bactérie va traverser par le biais de cette lésion et arriver dans votre sang. Pour que cette bactérie traverse, il faut que votre système immunitaire ne soit pas en capacité de les empêcher. Vous êtes en dépression, vous avez un mauvais système de coagulation. Du coup, il y a une brèche, le sang passe. Et ce passe là. Il y a par exemple une légère hémorragie intestinale. Les bactéries réussissent à traverser, ils se retrouvent dans votre sang. Et une fois qu'ils sont dans votre sang, ils vont commencer à se multiplier. Et on va parler de quoi? De septicémie. La salmonelle peut se retrouver dans votre sang et engendrer une septicémie le plus souvent sévère. Et la seule chose qui peut vous sauver, c'est une hémoculture associée à un antibiogramme. C'est-à-dire qu'on doit vous prélever du sang et faire des séries de cultures. Et pour qu'on puisse vous prélever, il va falloir qu'on détecte certains signes. Le plus souvent, vous allez constater une élévation et un maintien de la température au-delà de 38,5. Votre température va rester constante au-delà de 38,5 pendant des heures et des heures. Il sera plus que nécessaire de faire une hémoculture pour exclure une septicémie. Parce qu'en cas de septicémie non identifiée et mal gérée, c'est la mort qui va suivre. Et une hémoculture peut aller de 3 à 7 jours d'analyse minimum. 3 jours minimum et 7 jours maximum pour confirmer l'absence ou, le plus souvent, l'absence d'une bactérie dans le sang. Mais en 3 jours, on peut confirmer la présence avec un antibiogramme. OK? Donc, maintenant, pour savoir ce qui peut induire des lésions dans ton intestin, votre alimentation peut provoquer des lésions dans ton intestin. Si vous mangez un aliment trop épicé, qui va engendrer des réactions allergiques et provoquer l'inflammation de la muqueuse intestinale. OK? Une réaction inflammatoire peut conduire à des œdèmes. L'œdème, c'est comme un gonflement de la muqueuse. Et l'œdème là peut s'éclater. Et quand il s'éclate, qu'est-ce qui se passe? Il y a la plaie, il y a une lésion. OK? Maintenant, quel type d'aliment super épicé? La classe des piments, par exemple. C'est-à-dire que vous connaissez tous l'impact du piment dans la muqueuse intestinale d'un sujet. Ok? Certes, le piment est bon, ça a une bonne saveur, mais
tout comme elle a une très bonne saveur, elle donne aussi la mort. Ok? Ceci étant dit, nous avons abordé la limite et l'amélioration du diagnostic, du choix d'examen pour le diagnostic en cas de fièvre ou suspicion de fièvre typhoïde. Ok? Ok. Également, une infestation due aux amibes. On parle souvent d'amibiase intestinale. Ok? Vous avez des parasites qui sont entrés dans votre ventre, le plus souvent par voie orobuccale, l'alimentation, au travers de l'eau, l'hygiène des aliments, n'est-ce pas? On n'a pas bien lavé les aliments avant de les manger. Par exemple, en ce qui concerne les fruits, voilà, vous avez mangé quelque part, vous avez mangé un mauvais taro, vous avez mangé une mauvaise sauce, ok? On n'a pas réchauffé la nourriture, ou alors la personne n'est pas hygiénique. Qu'est-ce qui se passe? Vous ingérez des amibes, des kystes d'amibes. Ces kystes d'amibes peuvent aller dans ton organisme et se développer, ok? Quand ils se développent, si on ne les gère pas bien, dès lors qu'on voit les premiers signes, ils peuvent commencer à provoquer des lésions. Le plus souvent, quand on a une dysenterie amibiase, vous allez voir la selle est sanguinolente. Ok? Nous parlons là d'un profil qui exclut les cas de selle, n'est-ce pas, avec de la selle le plus souvent fraîche en cas d'hémorroïde. On parle là, en cas de dysenterie, n'est-ce pas, dû aux amibes. Ils sont capables de perforer les villosités intestinales. Okay? Et quand ils perforent vos villosités intestinales, plus l'infestation s'aggrave. Si elle est mal traitée, ces amibes peuvent également traverser, n'est-ce pas, cette villosité et se retrouver dans votre sang. Et là, ça devient très compliqué. Donc, si vous avez une amibiase, par exemple, tout comme une alimentation épicée et autres substances chimiques qui peuvent léser votre intestin, les bactéries peuvent traverser dans le sang. Merci d'avoir regardé. C'était là une astuce pensée. Et à très bientôt pour un prochain contenu.